Alors bonjour tout le monde, chères étudiantes, chers étudiants, euh, chers professeurs. Bien sûr que depuis le début de la pandémie, la peste d'Albert Camus connaît, comme vous le savez, un regain d'intérêt. Le roman, bien sûr que donc il raconte une histoire d'un médecin à Oran des années 40, pendant qu'une épidémie de peste se propage. La question qui se pose donc, pourquoi ce classique paru en 1947 est le livre idéal à lire, plutôt à relire, durant le confinement. Donc, je resalue encore une fois Madame Leila Bouassria d'avoir accepté non seulement de participer, mais de guider ce navire, d'être derrière cette initiative. Je te remercie infiniment, ma chère collègue, de cette initiative. Et sans trop prendre la parole, je donne le mot à mon collègue Ouchani de la présidence pour le mettre un petit peu dans le contexte de cet événement. À toi la parole avant de la donner à ma collègue Leila Bouassria. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Habibi, pour la parole que vous m'avez accordée. Donc, en cette période de confinement et de crise sanitaire, le pôle civique de l'Université Hassan II de Casablanca a préparé à distance un concours qui est sous forme d'un festival et qui a été nommé Convivial Art, avec une signature « Déconfinez votre imagination en toute convivialité ». Autrement dit, on ne peut pas confiner notre imagination. Si tu permets, je tiens oui, à préciser sûr. que la première édition de Convivial, c'était convivial, parce que c'était convivial. En effet, c'était convivial. Lors de l'épidémie, avec cet événement catastrophique, on a, je ne sais pas, le mot a sorti comme ça, au lieu de convivial, donc ça nous a donné confi, donc vial, donc un mot composé de confinement et de convivialité. Exactement. À toi. D'où la signature « Déconfinez votre imagination en toute convivialité ». Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu le concept. Donc, au somme, ce concours qui a vocation culturelle et artistique, il est basé sur plusieurs champs, à savoir le chant, le théâtre, le dessin, la photographie. Merci, merci Seouchani. Et je donne la parole à Madame Leila Bouassria. À toi. Oui, merci beaucoup, Si Hassan. Nous allons donner la parole aux personnes qui ont envoyé leur texte, donc qui ont candidaté pour le prix. Ils ne vont pas présenter leur texte à tour de rôle, mais ils vont présenter les thématiques qu'ils ont abordées dans leur texte au fur et à mesure de l'énonciation des thèmes. La grille des thématiques, d'ailleurs, elle a été envoyée à tous ceux qui ont confirmé leur présence. Donc, comme l'a bien expliqué Si Hassan, le roman raconte, vous le savez bien, parce que j'imagine tous ceux qui sont là ont déjà lu le roman. Donc, il raconte sous forme de chronique la vie de l'histoire d'une épidémie de peste fictive qui a eu lieu à Oran dans les années 40. La peste est un grand classique. Et Albert Camus aussi, on sait très bien, un prix Nobel de littérature. La peste aussi est parmi les romans les plus lus dans le monde avec l'étranger. Et c'est Hassan tout à l'heure, justement, il disait que la peste redevient un best-seller aujourd'hui, effectivement, en France, en Italie, dans d'autres pays. Et vous avez certainement, en lisant le roman, ou peut-être en relisant le roman, vous avez dû comprendre pourquoi. Parce que tout ce qui est raconté dans ce roman résonne beaucoup avec ce que nous vivons aujourd'hui. Donc cette lutte acharnée que nous menons tous contre un fléau qui parfois nous dépasse. Hein, et puis cette espérance de le voir disparaître, parce que bon, y a l'arrêt de cette épidémie plus que toute autre chose est l'objet de toutes les espérances. Et alors Mzaha, justement, dans son texte, je t'invite à nous lire les 10 premières lignes de ton texte, par de ce soupçon, d'autre chose dans la banalité. Très bien. Donc, ma première lecture du roman La Peste ne m'avait pas beaucoup accroché. J'avais du mal à comprendre pourquoi l'auteur se donnait beaucoup de mal à décrire une ville morose, sans soupçon, où il ne se passait presque rien, où ses habitants vivaient dans une monotonie qui frôlait la fatalité. Une ville sans aucune originalité, sinon l'inconfort qu'elle offre à ses habitants, même pour mourir.
Khadija Smelali. Khadija, tu es là? Il y a des moments où nous pouvons même nous identifier au niveau des faits, comme les prémices de l'épidémie dans le monde et l'incompréhension de la chose. Alors, Albert Camus, il dit, pour commencer ça, moi j'ai pris en fait cette citation parce que c'est là où ça commence vraiment. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre. Cela nous prend au dépourvu, on s'y attend le moins. Qu'on envisage seulement la stupéfaction de notre petite ville, tranquille jusque-là, et bouleversée en quelques jours, comme un homme bien portant, dont le sang épais se mettait tout d'un coup en... Alors, c'est une période qui est marquée par l'incertitude, par l'hésitation, par la surprise. On est pris de panique, mais le danger nous paraît irréel. Et puis, dans la deuxième partie, on voit comment le risque devient réel. Comment le risque devient réel. Et puis, tous les candidats qui ont envoyé leur texte, ils ont beaucoup mis l'accent sur les sentiments qui accompagnent cette deuxième phase. Après une mise en quarantaine, donc l'isolement, chacun l'a appelé en utilisant un terme, l'isolement, la séparation, le manque de liberté. Alors, et là, je donnerai justement la parole à peut-être Dalila. Alors, Dalila, tu es là? Oui, bonjour Madame Voici. Dalila. Camus nous dit que la ville était peuplée de dormeurs éveillés qui n'échappaient réellement de leur sort. Ces rares fois où, dans la nuit, leurs blessures apparemment fermées se réouvraient brusquement. Donc, en fait, on voit dans ces extraits que les habitants étaient anesthésiés malgré la présence de la mort. Ce sont des morts vivants. Et puis, en fait, comme la métaphore le mort, c'est des dormeurs éveillés. Donc, c'est le sentiment d'exil et donc l'isolement, donc dû à, bien sûr, l'état de siège, dû à la peste. Et là, la peste, justement, nous montre que les actions, ce sont des actions de l'homme qui ont fait qu'on a pu dépasser le fléau et qu'on a pu justement dépasser toutes ces crises. Hein. C'est pas la fuite dans le refuge dans la religion ou le suicide. C'est le cas même qu'on vit aujourd'hui avec le Covid. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas dire dans l'existentialisme pour rester dans une position neutre, mais donc aujourd'hui, donc on voit que vraiment c'est l'action, c'est la lutte qui fait qu'on essaye justement donc de dépasser ce qui se passe aujourd'hui avec l'épidémie du Covid-19. Voilà. Il y a aussi Oumaima. Alors Oumaima Amel, qui a écrit un très beau paragraphe sur ce sentiment de solitude qui accompagne la deuxième étape de l'épidémie. Peut-être que Oumaima, tu pourrais le partager avec nous. Il arrive qu'on se perde entre l'optimisme et le pessimisme, entre la petite joie et la grande tristesse, entre la réalité et l'espérance, et entre le rêve et la réalité, ne sachant plus où se réfugier. Il arrive qu'on éprouve le besoin de parler à ciel ouvert, souhaitant rendre au ciel sa grandeur ordinaire, sa clarté et son infinité, et qu'on se retrouve seul, complètement seul, affreusement seul. Il arrive que ce même ciel, auparavant pur et paisible, devienne bas et lourd et pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que subitement cette terre soit changée en un cachot humide. À ce moment-là, autour de soi règne l'angoisse, le vide, le silence, qui nous font taire, nous tuent et nous enterrent derrière la grille du non-dit. Donc, il y a cette question du temps qui revient beaucoup dans le texte de Oumaima, et on voit comment justement la temporalité elle change et en l'absence d'un avenir qui est imprévisible. Donc, on s'installe, on s'enfonce dans le présent et comme le dit Albert Camus, les malheurs deviennent finalement monotones. Et c'est là où il y a même cette question de mémoire. Dans un des passages que je trouve sublime d'Albert Camus, il parle de la mémoire et du souvenir en disant il serait plus exact de dire qu'au moral comme au physique, on souffre de décharnement. Au début de la peste, ils se souvenaient, c'est-à-dire les gens qui ont perdu des êtres ou qui se sont éloignés de ces êtres, se souvenaient très bien de l'être qu'ils avaient perdu et ils le regrettaient. Mais s'ils se souvenaient nettement du visage aimé, de son rire, de tel jour dont ils reconnaissaient après coup qu'il avait été heureux, ils imaginaient difficilement ce que l'autre pouvait faire à l'heure même où il l'évoquait.
En somme, à ce moment-là, ils avaient de la mémoire, mais une imagination insuffisante. Au deuxième stade de la peste, ils perdirent aussi la mémoire. Non qu'ils eussent oublié ce visage, mais ce qui revient au même, il avait perdu sa chair et ils ne l'apercevraient plus à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est ce qu'il appelle le décharnement. Et c'est là où revient la question de l'absurde qu'on a évoqué tout à l'heure. Et là, j'invite Assia Bourazel. Assia, tu es là? Oui, oui, je suis là. Bonjour, professeur. Bonjour, Assia, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et vous-même? Ça va, ça Très va. bien. Donc, il y a un passage, un beau passage où tu parles, c'est la deuxième page, que tu as Oui. titré Covid-19, confinement et analogie avec la peste, où tu discutes de cet absurde, si tu veux bien le lire à haute voix ou le discuter. Oui, avec plaisir, Mhm. avec plaisir. Donc, je ne vais pas reciter les textes que j'ai pris de la troisième partie qui concerne ce passage-là. Mais j'étais beaucoup plus dans l'analogie avec notre condition actuelle de confinement. La peste était à Oran, c'était une ville délimitée. Pour nous, aujourd'hui, c'est toute la planète entière qui est touchée par le Covid-19 et chacun fait le constat de l'absurdité et de la situation, de la peur aussi, la peur, l'angoisse par rapport au gigantisme de ce phénomène. En ce sens, le livre témoigne de toute la situation que nous connaissons aujourd'hui et nous pouvons vraiment nous identifier à tous les niveaux d'effet qui ont été cités. Le démarrage brutal de l'épidémie, l'incrédulité par rapport à tout ce qui nous prend au dépourvu, on s'y attend pas. Donc, on la voyait venir, on a vu dans un pays lointain, mais on s'attend jamais à quelque chose comme ça. Donc, on s'est jamais attendu à cela. L'impénétration des individus, mais aussi des instances publiques. Il n'y a pas que les humains, que les individus dans leur ressort, mais il y a même des instances publiques qui ne savaient pas quoi faire, qui étaient prêts au dépourvu. Les verdicts qui commencent à tomber, donc tout d'abord, la décision brusque d'un confinement avec des séparations entre les personnes, être exilé chez soi, des mesures sanitaires qui sont imposées, qui deviennent la norme. Tout le monde doit se conformer à cette norme. Les projets avortés, parce qu'on a plus personne n'a plus l'idée de ce qui va se passer demain sur l'avenir. Donc, tout est stoppé. Nous constatons un changement par rapport au temps avec la vie au jour le jour, avec un attentisme des chiffres chaque soir qui comptabilise le désastre. Voilà, c'était ça ma description. Merci Assia. Alors justement, comme je disais tout à l'heure, ces sentiments d'angoisse, de peur, de manque de liberté, c'est l'une des thématiques qui est revenue en force dans la majorité des contributions. Fatima Ika, Fatima, elle a aussi raconté un peu ce qu'elle a appelé le sentiment de déprivation face à l'épidémie. Donc, elle pourrait peut-être aussi en parler un peu, élaborer un petit peu plus l'idée si elle le souhaite. Bonjour, professeur Bouatlia. Bonjour, professeur Habibi. Comme a dit professeur Habibi, il n'y avait pas mieux que la peste pour être une source d'énergie, pour qu'on puisse vraiment savoir qu'il y a pas mal de concepts auxquels on ne donnait pas d'importance. Mais aujourd'hui, là, avec le confinement, on se remet en question vis-à-vis de plusieurs choses, notamment la liberté, qui a été évoquée de manière assez forte par Albert Camus, de telle manière qu'il a osé nous comparer plutôt les Oranais à des prisonniers. Donc, il dit dans un passage, impatients de leur présent, ennemis de leur passé et privés d'avenir, nous ressemblions bien ainsi à ceux que la justice ou la haine humaine font vivre derrière les barreaux. Merci de nous avoir accordé ce moment de répit. Pour le staff technique, pour qu'il puisse
enregistrer ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Et je redonne tout de suite la parole au professeur Leïla Bouasselia. À vous. Merci Hassan. On ne peut pas ne pas être sensible à cette dimension sociale. Et c'est très paradoxal parce qu'à un moment confié, on est censé couper le contact avec l'extérieur. C'est là où peut-être on a le plus besoin de resserrer le lien vers l'autre. Je lis un passage de Camus sur l'amitié qui je trouve très beau. C'est un échange, c'est un dialogue entre Tarot et Dr Rieux, où il dit, alors Rieux, dit Tarot sur un ton très naturel, vous n'avez jamais cherché à savoir qui j'étais. Avez-vous de l'amitié pour moi? Oui, répondit le docteur, j'ai de l'amitié pour vous, mais jusqu'ici, le temps nous a manqué. Bon, cela me rassure. Voulez-vous que cette heure soit celle de l'amitié? Pour toute réponse, Rieux lui sourit. Eh bien, voilà. Donc, c'est très intéressant de voir un peu, comme je disais tout à l'heure, le paradoxe du lien social en période de confinement. Et comme le dit si bien Camus aussi, cette peur, cet égoïsme, parfois cette indifférence aussi, cède de pas à un sentiment, à une expérience commune. Et il le dit, il n'y avait plus alors de destin individuel, mais une histoire collective qui était la peste et des sentiments partagés par tous. Et ça m'a tout de suite rappelé, dernièrement, j'ai écouté Kamel Daoud, que certains d'entre vous doivent connaître aussi, qui est un romancier algérien, et j'avais beaucoup aimé l'analyse qu'il faisait de cette période de confinement en disant que le fait de lutter contre le fléau, ce fléau, nous permet de rejoindre les autres dans les seules certitudes que nous avons tous en commun, l'amour, la mort, la souffrance, la peur, et cela nous oblige à penser notre condition humaine au lieu de penser juste à notre condition éthique et nationale. Et peut-être donner la parole à Salahaddin El-Maïzi, qui a aussi abordé la question de la communication au temps du Covid, en la liant un peu avec ce qui se passe dans le roman de Camus. Merci au professeur, merci, le bonjour à tous les collègues. Donc moi j'ai plutôt un regard différent par rapport à Nzha, plutôt un regard, disons, pessimiste par rapport à l'usage des réseaux sociaux et en comparant avec le roman de Camus. Et je me suis intéressé à la vitesse. Donc je fais un parallèle entre la lenteur de l'écriture et du temps dans la peste, et en comparant ça avec la vitesse de la pandémie de coronavirus et notre perception de la pandémie. Donc à la lenteur du temps dans la peste s'oppose la vitesse dans la pandémie de coronavirus. À l'écriture épurée de la fiction de Camus, la pandémie réelle de 2020 est décrite en des termes grandiloquents sur le monde après. La lecture de la peste permet, entre autres, de s'arrêter sur les discours et leur médiation. Je continue sur cet aspect-là de la vitesse. L'auteur et ses personnages ont l'art de l'écriture efficace. Durant l'épidémie de la peste à Oran, les communications des habitants avec le monde extérieur au Oran étaient réduites au strict minimum. Les correspondances écrites ont été interdites. Les Oranais devaient faire preuve de concision pour exprimer leurs sentiments, ce qui nous distingue par rapport à la situation actuelle où l'on a un flot d'écriture. Voilà qui contraste avec notre époque, celle du bruit permanent des réseaux sociaux, ces incessantes communications professionnelles et personnelles qui se sont multipliées durant ce confinement. Le lien social ne tenait qu'au bout d'un fil, d'une connexion, d'un partage. Même reliés au monde, nous ne nous sommes jamais sentis aussi seuls. À l'opposé, des Oranais qui se voyaient privés de la légère satisfaction d'écrire, les habitants du monde de 2020 ont fait de l'acte d'écrire et de s'exprimer un moment banal à l'excès. Dans la peste de Camus, Camus est un écologiste de l'écriture. Durant le coronavirus, nous, les habitants de la planète, nous avons produit une pollution des discours et des images pour survivre psychologiquement et socialement à la pandémie. C'était notre vaccin par défaut. Voilà, merci.
j'invite Neema Lazouar, qui a évoqué la question de l'irrationnel, de la prêche religieuse du père Panlou dans le roman. Donc, c'était la seule à l'avoir évoqué dans son texte. Donc, peut-être qu'elle pourrait nous en parler. Neema, je ne sais pas si tu es là. Oui. Voilà. Alors, d'un côté, les gens sont vieux, fatalistes ou superstitieux, ou même ignorants. Selon Camus, bien sûr, il cite un café ayant affiché que 20 probes tue le microbe, l'idée déjà naturelle au public que l'alcool préservait des maladies infectieuses se fortifia dans l'opinion. Depuis le début de toute l'histoire de ce fléau de Dieu, met à ses pieds les orgueilleux et les aveugles. Méditer cela et tomber à genoux. Voilà, c'est ce qu'a dit Camus. Alors Camus relate l'histoire du religieux qui se dirige vers Dieu pour se sauver, mais en vain, et qui n'accepte pas au début l'explication scientifique à ce fléau. Il lui donne un sens religieux. En parallèle, on peut faire la comparaison de l'image du docteur Rieu qui ne croit pas en Dieu, mais il sauve des vies, il se donne corps et âme pour faire cesser la peste. Alors, pour le père Panlou, si on croit en Dieu, on n'est pas censé faire quoi que ce soit car on est croyant. À savoir, on n'a pas besoin de s'attacher aux causes, mais plutôt à Dieu. Alors, je cite encore, il espérait contre tout espoir que malgré l'horreur de ces journées et les cris de ces agonisants, nos concitoyens adressaient au ciel la seule parole qui fut chrétienne et qui était d'amour. Dieu ferait le reste. Voilà, pour lui, c'est le bon Dieu qui va faire le reste. Alors, on peut tout simplement relier cela à ce qui se passe chez nous pendant le confinement, les gens qui sortent en groupe malgré les interdictions de sortir pour prier Dieu, d'enlever ce fléau en croyant à la punition divine et négligeant ainsi les précautions nécessaires afin de se protéger de la pandémie. Alors, de même, les ignorants aussi qui prennent en considération ce qui se passe, que Camus le cite aussi, le mal qui est dans le monde vient presque toujours de l'ignorance et la bonne volonté pour faire autant de dégâts que la méchanceté, ce n'est pas éclairé. Le problème aussi qui se répand dans les citations de Camus, alors l'ignorance qui est un problème répandu dans toutes les sociétés où on néglige le savoir et la recherche. Voilà. Très bien, merci Neema. Donc, on peut passer donc tout de suite à la dernière phase du roman, qui est le moment où l'épidémie est en train de disparaître. Donc, Albert Camus donc, raconte un peu ce soulagement négatif, comment on se défie difficilement au fait des nouvelles habitudes qui ont été acquises durant l'épidémie. Et puis on n'est pas sûr que c'est parti, est-ce que peut-être que ça reprendra, il le dit parce qu'on Camus, on le sait très bien qu'il a toujours marqué ses personnages par une touche de lucidité, il reste lucide, donc pour lui la pandémie ne doit pas tomber dans un oubli définitif parce qu'elle va de toute façon toujours marquer nos mémoires, marquer nos esprits, et qu'il y aura peut-être toujours un retour de cette épidémie. Et là, j'ouvre la parenthèse, je donnerai peut-être la parole à Sia, parce que dans sa conclusion, elle parle un peu de ce retour de l'épidémie, de la menace du retour de l'épidémie. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'allégorie, le cœur du roman, parce que l'allégorie que fait Camus dans La Peste renvoie au nazisme. Roland Barthes dit que non, il fallait prendre la peste sans se dire la peste, c'est la peste. Mais Camus avait répondu en disant que non, la peste renvoie est une allégorie du mal. Et c'est aussi la legs du mal et la legs aussi du poids qui pesait à l'époque, donc le nazisme, le fascisme, etc. Et donc, on pourrait revenir sur la question de l'allégorie qui a été d'ailleurs évoquée dans quelques textes plus tard. Mais là, je donnerai peut-être la parole à Sia qui, dans sa conclusion, est revenue sur la menace du retour de l'épidémie. Oui, alors justement parce que Camus a fait la dernière citation sur le bacille de la peste qui ne meurt et qui ne disparaît jamais, donc jusqu'à
la fin de la citation, une cité heureuse. Donc, cette citation à la fin du roman nous amène aux conclusions actuelles avec le Covid-19, où tout le monde doit avoir contracté la maladie, le virus, pour une immunité globale et générale. Mais sachant que le virus reviendra sous une autre forme aussi, dans une autre saison grippale. Donc, nous devons plutôt apprendre à vivre avec ce virus et avec d'autres virus au lieu de faire perdurer cet attentisme d'irradiation totale du virus et de continuer à nous plonger encore et encore dans le confinement. Certes, nos comportements seront changés parce qu'il ne faut pas qu'on continue à nous comporter de la sorte. Nos façons, des mesures de sécurité qui sont installées doivent rester installées. Des changements affecteront notre rapport comportemental et culturel parce que ne serait-ce que notre façon de saluer, notre façon de se rapprocher les uns des autres, euh, euh, notre façon de communiquer, tout ça va changer et on doit toujours rester vigilant face à une nouvelle invasion de virus dans d'autres saisons grippales. Et c'est la même chose pour la peste. Et d'ailleurs, c'était cité quand ils disent que les gens étaient contents, ils étaient heureux, mais ils ne doivent jamais oublier que ça peut reprendre à n'importe quel moment. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, j'ai vu le message qu'envoyait Salah ad-Din en disant que ce sont des héros ordinaires. Et ça, c'est intéressant parce que il ne voulait pas qu'on associe ces actions à de l'héroïsme. Pour lui, il s'agissait tout simplement d'êtres humains. Et c'est dans ce sens où même il reste lucide. Et puis d'ailleurs, dans ses romans, Albert Camus, il est connu par le sens de la mesure. Donc, on voit très bien comment il montre à la fin qu'il reste positif, hein, parce qu'il, malgré l'appel à la vigilance en disant que voilà, peut-être que l'épidémie, elle va revenir, parce que l'épidémie, pour lui, c'est l'allégorie de l'idéologie extrémiste, donc qui nous menace toujours. Mais pour lui, cette épidémie révèle quand même quelque chose de beau en nous. Elle nous rend peut-être ce soupçon que nous avons perdu. Et d'ailleurs, il y a cette très belle phrase à la fin qu'il dit, quand il nous invite à réfléchir sur la nature humaine en disant il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Et donc, c'est comme s'il y avait des leçons à tirer finalement de cette épidémie. Ça me rappelle aussi une autre très belle citation d'Albert Camus dans un autre ouvrage, Retour à Tipasa, dans les années 50, où il disait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible ». Donc, c'est une façon de dire que même dans le doute, même malgré l'épidémie, il y a toujours une source là qui est présente de paix intérieure. Et d'ailleurs, comme a dit Nzaha tout à l'heure, même au cœur, même quand il y avait l'épidémie, il y avait ce lien d'amitié, par exemple, entre Tarot et Dr Rieu qui a persisté. Donc, le lien d'amitié fort et puissant qui les lie, au fait, dans ce combat au-delà de tout. Donc, je donnerai la parole à Khadija, qui l'a demandé. Et puis, tout de suite après, peut-être que Fatema Eka peut prendre la parole pour aussi, parce qu'elle a une partie sur les leçons à tirer de l'épidémie dans son texte. Voilà, donc on va conclure en donnant la parole à Fatema. Khadija, on t'écoute. Je voudrais rebondir en fait sur ce que vous venez de dire en matière d'apprendre la leçon et de voir en fait d'accepter en fait que la vie, en tant que soi, c'est un cycle. On va faire une pensée asiatique, un cycle, c'est un disque qui tourne. Et lui, Marat, qui est le contemporain de Bourdieu, il est un historien de pièces d'art. Et il a parlé, je voulais juste vous dire ça pour boucler un peu une pensée pour la peste et le corona, c'est qu'il a parlé d'une pièce de bambou qui est fermée d'un bout et coupée d'un autre et qui est posée sur un axe. Et posé comme ça, le coupé en haut, il remplit en fait l'eau. Et quand le bambou se remplit complètement, il tombe parce qu'il y a la rotation du poids. Il tombe sur une pierre et il fait un coup, clac. C'est un coup dur.
Mais en fait, il y a un double coup. Il y a le deuxième coup aussi, mais qu'on entend, mais qui est très léger. Et cette bascule où il y a ce coup-là pour que la tige de bambou, c'est un mythe japonais, hein, la tige de bambou se vide dans le lac ou la rivière pour encore se rebasculer de l'autre côté et recommencer encore à se remplir et encore se basculer de l'autre côté quand elle est pleine et se faire frapper par ce coup. Alors, ce coup, cette claque, ou le double claque, comme il dit lui, Marin, c'est ça le fléau. Et on ne peut pas avoir quelque chose facilement, c'est un coup dur. Il faudrait le supporter ou le surpasser, mais il faut toujours être celui qui lutte. Comme il dit Albert Camus, ne pas se laisser aller. On est là pour nous battre. C'est ça la vie. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, merci Khadija. Donc, je donne la parole justement à Shaima. Donc, j'arrivais justement, on t'écoute pour lire les passages de ton texte que tu souhaites choisir pour le partager avec nous. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais lire les deux derniers passages. Alors, c'est toujours dans la thématique d'accepter le silence du monde, d'accepter la plupart des gens. Acquiescer pleinement à la vie, accepter la part de cruauté, d'inégalité, d'absurdité que recèle la vie, sur tous ses aspects, destruction, création, souffrance et jouissance, méchanceté et bonté. Comme Tarou, lutter même si la lutte est sans sens, mais par emprunter son corps pleinement à la vie, on s'assure une existence plus intense et plus légère, déliée des peurs. Cette peste pour Camus n'est ni la première ni la dernière, mais la peste représente cette vie dans son aspect affreux et charmant. Contrecarrer le silence, c'est aussi dévouer à ce silence, c'est éprouver la souffrance, ses instances, sans regret, sans mort, avec joie et consentement, sans se détourner au caractère répétitif et absurde de cette souffrance. Le moment où Rieu et Tarot flottaient dans l'eau, célébrant leur amitié. C'est un moment doux, mais non pas séparé du reste. C'est pour pouvoir jouir de ces moments que l'on voudrait pouvoir conserver éternellement, il faut inévitablement accueillir en soi tous les instants douloureux et atroces que renferme la vie. Merci, Shaima. En fait, c'est un passage qui illustre parfaitement le sens de l'absurde chez Albert Camus, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, j'ai essayé déjà de placer le concept de l'absurdité comme si c'était un événement singulier, c'est-à-dire ce qu'on éprouve individuellement, mais dans ce roman, il était généralisé. C'est comme si un drame singulier converti par la peste pour être un drame collectif. Alors, donc la question, oui, effectivement. Donc, la question que je me suis posée, comment peut-on considérer ce roman une projection d'un événement singulier à un drame collectif? Et pourquoi, en fin de compte, faire cela? Alors, le drame singulier, c'est éprouver le silence du monde et son indifférence. Et c'est l'écroulement de l'ordinaire, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est l'événement d'un ordinaire basculé. Et dans ce roman, cet événement basculé a pris une forme collective. Et c'est la peste. Alors, l'ordinaire est le même pour la vie, mais la question, c'est avec cet écroulement de l'ordinaire, est-ce que tout le monde va pouvoir éprouver le silence du monde ou juste la séparation? C'est-à-dire, après la pandémie, on a vu par des personnages, ils ont repris l'enchaînement de la vie sans faire appel au fait atroce de la peste. Tarot a déjà connu la mort. Il a dit à un certain moment, je souffrais déjà de la peste bien avant de connaître cette vie et cette pandémie. Il a déjà connu l'indifférence du monde à la souffrance des êtres humains. Et aussi l'étrangeté et le détachement, parce que le moment, en écoutant son père en train de condamner le coupable, il a éprouvé ce silence. Ça demande à une justification et un sens au fait qu'on tue les hommes au nom de la société. Et là, Tarot incarne l'idée de la légèreté, c'est-à-dire on se détache d'un sens accablé par les normes moraux de société, d'un dressage à réagir de telle ou telle manière,
Mais on pense que c'est libérateur quand on se détache de ces normes. Mais c'est là qu'on éprouve le vrai fardeau de connaissance. Quand vous avez éprouvé, vous avez mentionné le passage de mémoire et de connaissance. Cette connaissance, c'est le vrai fardeau de connaître que rien ne renseigne sur le silence du monde, de connaître l'amitié, mais en même temps de connaître la mort. Que faisons-nous alors de cette connaissance qui est vertigineuse à un certain moment? Alors, comme Rieu, il ne faut pas rejeter la banalité éprouvée. Rieu n'a pas rejeté cela. Et aussi, comme Tarou, il faut être proche du néant, de la mort, pour éprouver la volonté de vivre, la volonté de produire. C'est une négation ou une affirmation pour moi. Mais avec ce sentiment éprouvé par Tarou, jusqu'à ces derniers moments, on va constater que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Avec le dernier passage et l'après-pandémie, c'est aussi le vécu de la séparation. La cruauté de mort et l'indifférence du monde et la peste peut être vécue juste parce qu'il y a une séparation. Qu'après le moment où ils vont retrouver leurs amants et leur famille, la vie et les individus ont repris l'enchaînement et ils vont se sentir rassurés. Et c'est là ils vont dire que voilà, la peste est terminée, on va pas vivre une autre peste. Et personne ne veut soumettre à un dérangement de sens qui est irréversible. Alors, mais c'était le cas pour lui. Il avait l'éveillement à la vie qui était définitif pour lui. La connaissance de la mort ne lui échappe pas. Il est là avec lui. Il n'a pas pu se synchroniser avec cette joie des habitants de Rouen. La peste lui suit. Il était avec lui désormais. Même l'acceptation de la mort de sa femme a renseigné sur ce qu'il a éprouvé comme connaissance de l'indifférence du monde, entouré de connaissance de la mort, de connaissance de l'amitié également, la tendresse. Une connaissance qui, en fin de compte, pour Camus, est paradoxale, d'un monde déraisonné, parce qu'on parle le monde qui ne nous répond pas. Et le silence du monde, et ça, ce qui est extraordinaire, parce que Oumaima Amel, elle a mentionné l'éternel retour, parce que si on est familier avec Nietzsche, on va trouver ce côté nietzschéen chez Camus. C'est le fait que l'absurdité n'est pas dans les choses elles-mêmes, n'est pas dans le monde, n'est pas dans la peste, mais le rapport que nous entretenons avec ces choses-là. Et le dépassement du soi, c'est pas oublier la cruauté, oublier la douleur, mais le dépassement ce soi, c'est vouloir vivre une vie intense, c'est-à-dire vouloir la souffrance et la joie en même temps dans la vie. Et c'est ça ce qui est extraordinaire dans le dernier chapitre. Et voilà. Donc, merci beaucoup. Et on vous donne rendez-vous très bientôt dans une grande messe. À toi la parole, si tu veux dire quelque chose, mon cher Chen. Je voulais juste rappeler que ce Convivial Art, ce festival festif, dans sa première édition, est purement dédié aux étudiants UHEC. Et il est toujours ouvert jusqu'à demain, le 10 juin à minuit. Donc vous pouvez toujours nous envoyer vos produits artistiques et rester branchés. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'une cérémonie de remise de prix sera organisée très bientôt. Et après ici le 10 même. juin, ici même, à la 3C, Casa Campus Chanel. Et les prix seront remis en main propre par Madame la Présidente, professeur Awatef Hayar. Oui, Merci et avant beaucoup. d'oublier, professeur Awatef Hayar, président de l'Université Hassan II, vous passe tous et toutes le bonjour et vous souhaite bon courage et vous remercie d'avoir répondu oui à cette rencontre. Merci beaucoup. Je sais, donc il y a ce problème de couvre-feu, on n'y a pas pensé. Et j'aurais aimé, au fait, donc on regrette, il faut quand même s'excuser auprès des personnes qui voulaient prendre la parole aussi parmi les participants qui n'ont pas envoyé les textes. Donc j'ai relevé Hajar, Si Mohamed et Hasna, donc, qui sont nos étudiants. Donc pourquoi pas peut-être organiser une réunion aussi entre nous pour continuer à débattre de l'œuvre de Camus. Donc on regrette beaucoup. À cause des circonstances, de ne pas pouvoir faire durer le débat un peu plus longtemps. Et je vous remercie tous pour votre enthousiasme, pour votre engagement. Je remercie Oustad Hassan Habibi, tout le staff de la présidence Hassan II, Yassine, Oumaima et tous ceux qui étaient derrière. Alors je cite, si tu permets, Leïla, je cite, derrière la caméra, il y a M. Kamal, qu'on remercie infiniment. Aussi dans le staff, il y a Rida, il y a M. Haddad, que vous connaissez très bien, il était un ex-étudiant
votre ex-étudiant, c'est Haddad, Yassine et moi-même. Au revoir. Merci beaucoup.